Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Grâce à un prêt exceptionnel d'un musée en Israël, à Bat Yam, nous avons la chance de retrouver des œuvres de jeunesse d'Issachar Ber Ribak, un artiste central de la renaissance de l'art juif en Russie. Pour en parler, je me trouve en compagnie de Pascal Samuel, commissaire de l'exposition. Bonjour Pascal. Pour commencer, racontez-nous qui est Issachar Ber Ribak. Alors, qui est Issachar Ber Ribak? Issachar Ber Ribak est né en 1897 à Elisabethgrad. C'est une ville qui se trouve entre Kiev et Odessa. Il va ensuite étudier à Kiev, exposer à Kiev, mais il va aussi travailler à Berlin. Il va ensuite travailler à Moscou. Et puis en 1925, il décide de s'installer à Paris jusqu'à son décès en 1935. Donc c'est finalement une partie de sa vie, une partie de sa carrière artistique qui se passe à Paris. Mais finalement, c'est un artiste qu'on connaissait assez mal. Donc on était content de mener cette collaboration avec le musée de Bat Yam pour pouvoir mieux montrer son travail, et notamment son travail de jeunesse, le travail qu'il réalise autour de 1918-1925. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Pourquoi l'avoir choisi, lui? Alors, on l'a choisi, Issachar Ber Ribak, parce que c'est un artiste central de ce qu'on a appelé la renaissance de l'art juif. Alors, qu'est-ce que c'est que la renaissance de l'art juif? C'est toute une génération d'artistes autour de Ribak qui, juste après la révolution russe, décide de développer un art spécifiquement juif. C'est ce qu'il écrit dans son manifeste de la peinture juive. Et qu'est-ce qu'un art spécifiquement juif? C'est pas un art religieux, mais c'est un art qui parle du juif moderne, et c'est un art qui utilise les principes de la peinture d'avant-garde. Alors par exemple, derrière nous, vous voyez, il y a deux peintures très cubistes sur le style, donc nourries, on va dire, des innovations de Picasso, de Braque, de toute la scène artistique parisienne. Et Braque s'en sert au service d'une iconographie typiquement juive qu'on verra tout à l'heure. L'art juif à cette époque, on est en pleine période d'essor entre la littérature et le théâtre yiddish. Ouais, alors effectivement, Ribak appartient à cette génération qui va développer son travail au moment de la littérature yiddish et de son essor. Il va notamment collaborer pour le théâtre juif du Gossep à Moscou. Et il va se nourrir aussi de la littérature, par exemple de Sholem Aleichem, pour nourrir aussi son imaginaire. Et c'est un imaginaire qu'on retrouvera dans de très nombreuses peintures qu'on expose actuellement au musée, comme par exemple une vue de Shtetl, ou encore la Vache Rouge, ou encore la vue de cimetière. Quand on regarde ses œuvres, on a tout de suite comme ça une ressemblance assez flagrante avec Chagall. Quel rapport il entretient avec Chagall? C'est intéressant. Effectivement, Ribak, ce serait un petit peu un pendant de Chagall. En tout cas, il est beaucoup plus jeune que Chagall. Il a 10 ans que moi. Et 10 ans de moins, à ce moment-là, ça compte parce que Chagall, lui, il est déjà allé à Paris. Il a déjà participé à des mouvements d'avant-garde. Il a habité la Ruche. Il est rentré en Russie en 1914. Et quand il rentre en Russie, il est célébré, il a une première monographie qui est publiée en russe, il expose. Ribak, à ce moment-là, commence tout juste sa carrière d'artiste. Donc Chagall, on va dire, c'est l'exemple, c'est celui qui est devant lui, qui le regarde, et il trouve que le chemin qu'emprunte Chagall, c'est le chemin qu'il faut lui-même. Voilà, exactement. C'est un point de repère. C'est un point de repère. Et Chagall, donc, va, comme Ribak, s'intéresser au monde juif, à le représenter. Ribak, lui, va peut-être être plus cubiste que Chagall, ou en tout cas, dans les peintures qui sont derrière nous, il va creuser, en tout cas, cette voie-là de la modernité, puisque ce que Chagall et Ribak cherchent, c'est finalement l'expression d'un juif moderne. On a deux toiles juste derrière nous. Celle-ci, le Aleph Bet. Ouais. Alors ça, c'est probablement ma préférée, parce que c'est une œuvre qui est comme un condensé du monde juif. Alors pourquoi je dis ça? C'est que vous voyez une composition qui, au départ, vous avez peut-être du mal à distinguer, mais quand on la regarde en détail, vous avez une table qui est devant vous, une table dressée, assez élégante. Ribak utilise même la technique du collage, qui a été initiée par Braque et Picasso. On a une table de Shabbat. Sur cette table sont posés trois éléments, mais deux éléments principaux. Le verre pour le kiddush, la bénédiction du Shabbat, le chandelier pour la prière des Lumières,
Et puis, alors, cette table du Shabbat, le kiddush, le chandelier, et puis au centre, ce boîtier noir. Ce boîtier, c'est une boîte à téphilines, ce dont on se sert pour la prière journalière du matin en semaine. Et pour compléter ce condensé, ce résumé du monde juif, il faut rajouter dans une grande diagonale, vous avez en haut la couronne de la Torah, tout en haut dans l'angle supérieur gauche, et en bas à droite un lamed. Ce lamed, c'est la lettre de l'étude. Donc on a bien le texte, l'étude, et au centre, cette boîte de téphilines, ça nous renvoie à la prière. Donc il a vraiment essayé de concevoir une composition, certes cubiste, mais qui soit un concentré du monde juif. Alors c'est assez amusant parce que Braque, Picasso, en 1908-1910, ils font des tables de bistrot avec des verres d'absinthe, le journal. Et Ribak, lui, il va choisir, au contraire, de représenter finalement un condensé de la vie juive avec une table dressée pour Shabbat. Alors si je complète vraiment bien cette présentation, il ne faudrait pas que j'oublie quand même le titre, Aleph Beth, alphabet. Et donc là aussi, Ribak, il a regardé ce qu'a fait Braque, Picasso. Alors il l'a regardé non pas en vrai, parce que lui n'a encore jamais été à Paris en 1918. Il l'a vu à travers les revues, à travers les journaux qui circulent à ce moment-là dans toute l'Europe, jusqu'en Ukraine, jusqu'à Moscou. Et puis surtout, c'est une amie dont il fréquente l'atelier, qui s'appelle Alexandra Exter, et Exter l'a initié à ces mouvements d'avant-garde. Donc voilà, il réalise là, et on a là sous les yeux donc cette composition cubiste de 1918, Alphabet, qui est en fin de compte un résumé de ce que pourrait être une composition du monde juif, une nature morte du monde juif. C'est-à-dire qu'il s'inspire en gros de gens comme Picasso, de loin, comme ça, et tout d'un coup, il met l'intérieur de son âme, de son identité, à travers Exactement. son trait artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une génération d'artistes russes qui ne fait pas de table rase. Il n'oublie pas son passé, il n'oublie pas sa culture. Il s'en sert au contraire pour nourrir autrement la peinture moderne. Ouais. Vous savez s'il était religieux? Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait qu'Élisabethgrad, il y avait une communauté religieuse et il y avait des communautés hassidiques, mais que sa famille était déjà assez éloignée, que son père était plutôt un juif éclairé, un juif qui avait été nourri de la pensée de la Haskalah, et que lui a certes été au Heder, mais on a des photographies de lui où on le voit plutôt avec une allure proche de Clark Gable que d'un rabbin. Voilà. Donc c'est fou quand même de mettre un boîtier de téphiline où on relie la tête au cœur. Oui, on relie la tête au cœur. C'est également un travail sur l'écriture, et je crois que Ribak avait, comme Chagall l'avait fait avant lui, la volonté de montrer que l'écriture hébraïque est une culture qui est graphiquement très forte, qui est aussi porteuse d'une charge esthétique qui modifie peut-être la vision qu'on peut avoir de l'œuvre. Et cette présence de la langue, donc de la culture et donc de la langue, on la retrouve dans Aleph Bet, donc dans ces lettres écrites. On la retrouve dans le Shin, qui est presque en relief. Oui. Et puis, il aime beaucoup la pâte, il aime beaucoup le relief. On le retrouve aussi dans les découpages. Vous voyez, ce sont des découpages de journaux yiddish qui servent à composer le vers du kiddush. Là, on a une deuxième œuvre, La femme et la chèvre. Alors, en effet, on a une composition ici de grand format avec deux personnages. Le premier, vous voyez, sur toute la hauteur, donc cette vieille femme debout, le manteau posé sur sa main, presque une évocation également du penseur de Rodin. Et en face d'elle, à côté d'elle, ici, vous devinez le corps de la chèvre, le visage de la chèvre. Et ce visage, donc, regarde cette vieille femme. Donc on est là vraiment dans un dialogue, on va dire, entre cette femme et son animal. Alors ce qui est intéressant, c'est de replacer ça dans un contexte, également le contexte de la littérature yiddish, puisqu'effectivement on retrouve beaucoup d'histoires en yiddish avec une présence très forte de la chèvre, alors à commencer même par la prière de Pessah, où on chante la chanson de Radgadia. Donc voilà, avec cette composition, là aussi, dans un style formel très cubiste, très travaillé, très éclaté. On a presque l'impression d'un miroir
qui auraient été jetées au sol, d'une image comme ça qui se serait éparpillée. Et il y a là voilà, c'est probablement une des plus grandes œuvres qu'on présente là dans l'exposition, d'un format vraiment de très grande taille qui, je pense, pour Rybak, lui a permis de travailler son style et de travailler son sujet de manière très approfondie. C'est incroyable qu'il soit, pour moi en tout cas, si peu connu parce qu'il est très très inventif et il mélange, comme vous le décrivez si bien, la sculpture, la peinture, le dessin. Et d'ailleurs, vous nous avez apporté un livre. Alors, je vous ai apporté voilà, donc le catalogue justement de l'exposition qui a été édité par la Galerie Le Minotaure, un livre de 1925, et puis je voulais vous parler d'un autre livre qui est pas là sur la table puisqu'il est un peu plus loin dans le musée, dans une vitrine, qui s'appelle Shtetl, qui est un livre que Rybak publie à Berlin en 1922. Et pourquoi je trouve important de vous le montrer et que les spectateurs puissent voir les images, c'est parce que là aussi, c'est un livre, j'ai envie de dire, un peu manifeste. Alors, Shtetl, vous savez que Shtetl, en yiddish, ça signifie bourgade, petite bourgade juive, mais le sous-titre du livre est très explicite. Il s'appelle « Souvenir de mon village disparu ». Alors, pourquoi ce sous-titre « Souvenir de mon village disparu », qui est un grand album, à peu près de cette taille-là, avec 17 images, lithographies de son travail. Pourquoi « Souvenir de mon shtetl disparu » C'est qu'effectivement, ce livre est imprimé à Berlin, alors qu'il a quitté l'Ukraine, et on est après les pogroms de 1919. Donc c'est finalement le souvenir d'un monde qui a disparu, dont il a complètement conscience que ce monde-là n'existe plus. Et donc dans ce livre, il va réunir ses dessins sur la représentation de la synagogue, des hommes en prière, de la bénédiction, mais aussi des petits métiers qu'on trouvait dans le shtetl, du cordonnier, du marchand de bestiaux, du porteur d'eau. Et tout ça, il le réunit dans un ouvrage qui est donc visible dans l'exposition et qui est un livre, alors non pas prêté par Batiam cette fois-ci, mais qui est un livre de la collection du musée et qui était donné par la veuve de l'artiste en 1948, donc après la guerre, au moment, vous savez, de la création du musée d'art juif de la rue des Saules, donc en 1948. D'ailleurs, le titre même alors, le deuxième livre, voilà, sur les champs juifs de l'Ukraine. Alors, ça, c'est amusant parce que c'est un livre amusant. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. C'est un livre qui est publié à Paris en 1926, donc l'année qui suit son installation, qui va être publié d'ailleurs en 3 langues, en français, en anglais et en yiddish. C'est donc aussi la volonté que ce livre soit accessible et lu par un public très large. Et il s'intéresse à la représentation des colonies agricoles juives qui se sont implantées notamment dans le sud de l'Ukraine, vers Odessa, et là plus particulièrement vers Gershon, c'est-à-dire un peu plus à l'est. Merci Pascal Samuel déjà de nous avoir si bien expliqué, traduit l'œuvre de cet artiste Rybak, qui est par rapport à son talent, à mon sens, trop méconnu, et qui nous permet aussi de voir à quel point, à cette époque, l'art juif était vivant, était en pleine ébullition, et à travers des œuvres comme celle-ci, de se dire à quel point on avait déjà envie de montrer un judaïsme moderne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.